Sur la voix, il y a une espèce de vide juridique. Une Pascal Chemin en IA? Non. Non, mais clairement. Ça serait vraiment la mort de notre métier. La guerre, elle est déjà perdue. L'IA a gagné. Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Nuages magiques! C'est pas vrai. Où est-ce qu'ils sont passés, ces pauvres slips? Oh, punaise! Maman disait toujours, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Je suis ton père. Bond. James Bond. Sans qu'on y prête attention, on entend ces voix partout. Elles doublent les plus grands acteurs, animent nos jeux vidéo préférés, façonnent les dessins animés de notre enfance et les séries qu'on regarde sous la couette. Ces voix, ce sont celles de comédiens, les comédiens de doublage. Mais avec les dernières évolutions technologiques, leur voix pourrait s'éteindre, lentement étouffée et remplacée par une autre, celle du doublage par intelligence artificielle. L'IA ne génère plus seulement du texte, des images, des vidéos ou de la musique, elle peut également reproduire des voix. Pour les professionnels du doublage en France, l'enjeu est vital. 15 000 postes pourraient être menacés par l'IA, d'après les syndicats du secteur. Au-delà des questions économiques, d'autres questions émergent. Qu'est-ce qu'une voix? Est-ce un outil de consommation? Est-ce le prolongement d'une présence? Et surtout, le doublage humain est-il un art du passé? Je suis Brigitte Lecordier, je suis comédienne, mais je suis surtout connue pour ma voix dans les dessins animés comme Petit Oui Oui par exemple, ou Son Goku qui fait des nuages magiques. Comment on décrit une voix en fait? Elle est plutôt légère, claire. Je dirais que c'est une voix... Ah, c'est une belle voix. Non, mais c'est une voix plutôt enfantine, plutôt émouvante, je pense. Je sais pas. Alors, je m'appelle Pascal Chemin. Ma voix, je la définirais comme nasillarde, parce que je trouve que je parle un peu du nez. J'ai des dentales qui sont assez fortes. Je prête ma voix à des personnages. En manga, il y a évidemment Killua, qui revient assez régulièrement. C'est un personnage qui est assez apprécié par les gens. En jeu vidéo, c'est évidemment Mass Effect. Je suis le commandant Shepard et cette boutique est ma préférée de la Citadelle. Vous voulez que je fasse quoi? Que vous alliez enregistrer une petite phrase dans ma console. Je suis le commandant Shepard et cette boutique est ma préférée de la Citadelle. Et comment tu fais? Tu vas dans un studio d'enregistrement, puis t'écris ta chanson. Oh, bah moi alors, je sais écrire plein de chansons. Bah, j'ai pas trop le temps. Bon, t'aimes pas ce que je fais? Ah, je sais pas, j'ai pas écouté. Bah c'est parce que tu sais pas, regarde. Je t'ai fait que ça fait comme ça. Une puce, un pou, assis sur un tabouret. Alors, en dehors de l'image qu'on va projeter, évidemment, on a un micro. Et derrière ce micro, il y a ce qu'on appelle une barre. Lorsqu'on travaille, en fait, on regarde l'image et on joue tellement notre personnage et on joue tellement la situation qu'il y a dans l'image qu'en fait, on projette nos corps parce qu'en fait, il ne faut pas croire que quand on fait du doublage, on ne bouge pas. En fait, on bouge beaucoup. Et la barre nous permet de nous stabiliser et de ne pas perdre la distance au micro et aussi de ne pas perdre l'équilibre. Alors, les ingé sons, pour ne pas me perdre, justement, et pour me mettre à la même hauteur que mes camarades, ils m'ont confectionné un petit cube sur lequel je monte. J'enregistrais tout oui comme ça. Et c'est avec ça que le comédien va jouer. C'est un véritable travail d'équipe. Et je pense que effectivement les voix françaises, le doublage est exceptionnel. Chacun, on a toujours des petits trucs, des petits gimmicks qu'on rajoute à nos personnages, surtout en dessin animé, quand c'est des longues sagas comme ça, parce que on se les approprie un petit peu et c'est ça qui fait qu'ils sont vivants. Moi, mon nuage magique, n'existe pas dans l'original. C'est ce qu'on me demande le plus en convention et quand je signe des autographes, on me demande de marquer un petit nuage magique. Nous, on a ce rapport humain-là avec le public quand on le rencontre.
Nous, on travaille, on est dans l'ombre, hein, on côtoie pas les gens. Et tout d'un coup, il y a des gens qui disent oh, « Vous m'avez aidé, vous m'avez... j'ai rêvé, c'est fou, quoi. C'est hyper émouvant. C'est hyper émouvant. Voilà, j'ai tout ça, c'est vachement bien, il faut que je les mette sous cadre, etc. Et il y en a une, elle a fait ça. C'est excellent, quand même. Il y en a qui fait la petite valise, tiroir, pyrogravure aussi. Extraordinaire. Dragon Ball, je pense que s'il n'y avait pas eu nos voix sur ce dessin animé, je pense qu'il n'y aurait pas eu un tel engouement déjà. Quand Dragon Ball est arrivé, il faut se remettre dans le contexte. Hein, c'était le premier animé japonais qui arrivait en France. C'était extrêmement étrange. Les personnages étaient inhabituels, le décor était inhabituel, la façon de parler était inhabituelle, le sujet même était inhabituel. Et si on n'y avait pas mis tout notre entrain, tous nos petits cœurs, si on n'avait pas été dirigé par un mec génial qui s'appelle Pierre Trabeau, qui faisait aussi Tortue Géniale, je pense que ça aurait moins marché et que ça aurait été banal. Ça aurait été un dessin animé banal. Il y en a eu plein, des dessins animés qui sont passés, et puis qu'on a regardé, puis dont on ne se souvient plus. Parce que ça a d'abord été en France, en langue française, hein, et puis après, ça a parcouru le monde. Les comédiens de doublage de cette licence ont porté le produit. Alors, c'est un produit génial, hein. Toriyama, c'est un génie. Mais à l'époque, personne ne savait que c'était un génie et personne n'avait envie de défendre cette culture-là. Aujourd'hui, on la défend corps et âme, la culture japonaise. Et oui, Dragon Ball en est la preuve. Le doublage, c'est une tradition importante en France. Elle remonte même aux années 30. Avant ça, les films étaient produits en plusieurs versions, avec des acteurs différents selon la langue. Mais très vite, on s'est rendu compte que cette méthode était super coûteuse, et c'est là qu'est apparu le doublage. Et contrairement aux pays nordiques ou anglo-saxons qui privilégient la version originale sous-titrée, la France a très tôt adopté la VF comme standard. Plusieurs choses peuvent expliquer ça. Il y a eu une volonté politique de mettre en avant la VF en France, notamment sous Vichy, où seuls les films doublés pouvaient obtenir un agrément d'État. Mais aussi, le doublage français a toujours été de grande qualité, grâce à des techniques innovantes. Vous voyez cette espèce de karaoké ultra précis qu'on a pu voir précédemment? Eh bien, c'est ce qu'on appelle une bande rythmo. Et c'est un procédé développé en France dans les années 40, qui s'est exporté un peu partout dans le monde, et qui est toujours utilisé dans la profession. Résultat, encore aujourd'hui, plus de 70% des films étrangers projetés en salle sont vus en VF. Même à la télévision, le doublage est inévitable. Diffuser un programme en VO entraîne une chute d'audience de 30%, selon une étude menée en 2007. S'il est si important, il est donc normal que le doublage en France ait ses pionniers, ses légendes. Alors bien sûr, chez les femmes, Brigitte Lecordier ou Pascal Chemin en font partie, mais chez les hommes, les rockstars du doublage sont, par exemple, Roger Carrel, Patrick Poivet, et surtout Alain Dorval, indissociable de la voix française de Sylvester Stallone, qu'il a incarné pendant près de 50 ans. Mais c'est justement autour de cette voix mythique qu'a éclaté, en 2025, l'un des plus grands débats éthiques jamais vus dans le monde du doublage français. En mars 2025, Amazon Prime s'apprête à sortir en France Armor, un film d'action porté par Sylvester Stallone. À la surprise générale, une première bande-annonce en VF publiée sur les réseaux sociaux faisait entendre la voix d'Alain Dorval 1 an après sa mort. Ce qui a été un choc pour de nombreux fans et créé un tollé dans la profession. Si tu touches ne serait-ce qu'à une pièce de cette putain de caisse, ton gosse et toi, vous allez le payer cher. La perceuse. 3 secondes. 3, 2, 1... La voix d'Alain Dorval a été recréée par intelligence artificielle, avec, paraît-il, l'accord de sa famille. Enfin, pas vraiment. Quand la bande-annonce a commencé à circuler sur les réseaux, la fille du comédien a pris la parole pour dénoncer cette vidéo. Elle affirme qu'il n'avait jamais été question d'une diffusion publique, seulement d'un essai technique strictement encadré. Et la fille d'Alain Dorval, c'est pas n'importe qui. C'est la ministre Aurore Bergé qui a accepté de nous livrer son témoignage. Alors il se trouve que malheureusement j'ai perdu mon papa il y a un petit peu plus d'1 an. Et suite à son décès, mon père était à la fois engagé dans des productions pour lesquelles il avait déjà réalisé le doublage. Il se trouve que mon père, y compris sur son lit d'hôpital, a continué son métier, que les gens se sont déplacés à l'hôpital pour lui permettre de continuer à prêter sa voix et à doubler. Les gens ne le savent pas, mais dans les dernières images qu'ils ont vues et les derniers sons qu'ils ont entendus, mon père était à l'hôpital. Et l'idée était d'accepter uniquement un essai, ne serait-ce aussi, j'allais le dire, par curiosité, y compris moi, de la curiosité de l'enfant que je suis par rapport à mon père, de se dire est-ce que c'est possible de faire revivre le talent, de faire revivre sa voix. Donc il y avait aussi quelque chose de très personnel et de très intime.
de cette curiosité-là, mais il n'y avait jamais d'exploitation commerciale, il n'y avait pas de rémunération associée par rapport aux horreurs que j'ai pu lire ensuite, comme souvent malheureusement sur les réseaux sociaux. En fait, déjà je l'ai vu, c'était un samedi soir, assez tard, et tout d'un coup j'ai vu des notifications qui explosaient sur les réseaux sociaux. Je dis ok, qu'est-ce qui se passe encore, parce que c'est pas comme si moi malheureusement ça m'arrivait jamais. Et là j'avoue que je m'attendais à tout sauf à ça. Et donc j'ai contacté en urgence l'entreprise avec laquelle j'étais en contact en disant mais qu'est-ce qui se passe en fait, c'est pas ça, ce sur quoi on s'est mis d'accord, enfin, c'est pas mon père, c'est pas son talent, et ça se voit, ça s'entend. Alain Dorval a beaucoup milité pour le respect du travail d'acteur. Il y a une interview de lui où il explique que c'est un travail vivant. Voilà, ça veut tout dire. Je conçois le coup au cœur, je ne sais pas, la sidération que peut avoir quelqu'un quand il entend des propos d'une personne disparue, des propos que cette personne n'a jamais tenus. Je préfère même pas y penser, ça me donne envie de pleurer. Une Pascal Chemin en IA ? Non. Non, mais clairement, dans mon testament, je mettrai que je ne veux pas qu'on cède ma voix. Je ne veux pas. L'homme a un début et une fin. Comme dans un film, il y a un début et une fin. À partir du moment où on est, on sait qu'il va y avoir une fin. Donc je ne vois pas pourquoi, une fois qu'on est parti, on veuille faire renaître ça. Que ça existe parce qu'il y a eu des enregistrements, parce qu'il y a eu des films, parce qu'il y a eu des captations de pièces, parce que machin, oui, du temps de la personne. Mais la personne, elle a fait son temps et c'est comme ça. On n'est pas immortel. Et c'est peut-être ce qui peut nous faire comprendre qu'il faut profiter de la vie, des instants, et qu'il faut les défendre absolument. Et quand il y a une fin, il y a une fin. Elle n'est pas forcément triste, c'est comme ça. Donc non, pas d'IA. Imaginez demain, par exemple, que la voix de mon père puisse avoir été aspirée, utilisée, retravaillée pour servir à qui et à quoi. Parce que là, on parle d'un film, mais demain, pour être, je sais pas, utilisé dans une pub, utilisé dans un clip, et puis pour quelle valeur, pour quel projet. Moi, mon père, il a refusé des milliers et des milliers de projets parce que c'était pas conforme à ce qu'il avait envie de faire, à ses valeurs, à ses principes. Imaginez demain, ça se retrouve dans un meeting politique. Non, mais je veux dire, ça se retrouve dans une pub sur des sujets qui étaient complètement contraires à ce que lui portait en termes de valeurs. Ça pose cette question-là. Les comédiens, eux, ils sont libres d'accepter ou de refuser des projets. Quelqu'un qui n'est plus là, normalement, c'est les ayants droit qui protègent. Mais sur la voie, de facto, il y a une espèce de vide juridique. Et ça, je pense que c'est extrêmement important qu'on respecte toujours le choix qui est celui des ayants droit. Et oui, aujourd'hui en France, la voix, contrairement à l'image ou au texte, elle n'est pas vraiment protégée par la loi. Il n'existe aucun cadre clair pour encadrer son usage ou sa reproduction, surtout quand elle est imitée ou recréée par une intelligence artificielle. Résultat, pour un comédien de doublage, c'est très compliqué de se défendre si sa voix est utilisée sans autorisation. Il faut passer par des détours juridiques. Et cette absence de législation, elle ouvre la voie à de nouveaux modèles économiques, encore peu encadrés. Parmi les entreprises de synthèse vocale par IA qui sont apparues ces derniers temps, on trouve des noms comme Respeecher ou Speechify, mais le géant du secteur, c'est Eleven Labs. Eleven Labs, c'est une start-up qui a été lancée en 2022 par Piotr Dapkowski, un ancien ingénieur de chez Google, et Mati Stanuszewski, ancien stratège chez Palantir. Et c'est justement en regardant des films mal doublés en polonais que ces deux amis d'enfance ont eu l'idée de créer leur entreprise. La start-up américaine est rapidement devenue le géant de la synthèse vocale grâce à leur technologie qui permet de cloner une voix à partir de quelques minutes d'audio à peine, avec des résultats parfois troublants. Et c'est justement l'outil d'Eleven Labs qui a été utilisé pour recréer la voix d'Alain Dorval. On a tenté de parler avec Eleven Labs pour comprendre leur démarche et leur vision de l'avenir du doublage. Pendant plusieurs mois, on a échangé beaucoup de mails, mais aucune interview n'a pu être organisée. De leur côté, Eleven Labs nous a proposé de venir dans leur bureau aux États-Unis, sauf que nous, on travaille depuis la France. Et nos demandes d'interview à distance sont restées sans suite. Même si visiblement nous n'aurons pas de réponse complète sur notre sujet, Eleven Labs nous a indiqué mettre en place des règles strictes de sécurité pour garantir qu'aucune voix ne soit clonée sans le consentement de son propriétaire. Et dans les médias, les représentants de l'entreprise revendiquent une solution qui pourrait démocratiser le doublage. Savoir qu'en Pologne et puis dans énormément de pays au monde,
vous allez avoir 1 ou 2 acteurs ou des voice artists qui vont faire les voix de tous les personnages dans un film. Le but était justement de démocratiser l'accès à l'information et surtout de rendre beaucoup plus réaliste le contenu, surtout le contenu qui provient d'une autre langue. Donc nous, de notre côté, nous avons fourni la technologie et de notre côté, sincèrement, étant moi-même, comme je le disais, ayant grandi dans les années 90, j'ai trouvé ça super beau de garder, de conserver la tradition d'avoir la voix de Sylvester Stallone originale c'est beau, mais ça coûte doublage. Beaucoup moins cher. Ça faudra voir entre la maison de production et la famille de Monsieur Durban. Le doublage c'est fini. Pour revenir sur la question d'Anthony, c'est fini. Non, je pense justement au contraire, ça va donner encore plus de pouvoir à la qualité du contenu qui va être. Mais non, vous y croyez pas vous-même quand vous dites ça. C'est pas possible. Si certains doutent des qualités de l'IA dans le doublage, d'autres croient en son potentiel dur comme fer. C'est le cas notamment de Sarah Lelouch, productrice et réalisatrice, fille du célèbre cinéaste Claude Lelouch, mais aussi co-organisatrice du World AI Film Festival. C'est sûr qu'aujourd'hui, l'IA divise terriblement la profession. Il y a les pour, il y a les contre. Je dirais même qu'il y a ceux qui n'ont pas fait leur coming out, c'est-à-dire qui utilisent l'IA, mais c'est encore tabou. Je pense que lutter contre, c'est perdre de l'énergie, parce que la guerre, elle est déjà perdue. L'IA a gagné. Donc c'est plutôt de se demander comment faire avec et comment bien faire avec. Et toujours mettre les artistes au centre de ces débats. Il y a des métiers qui sont menacés, on va appeler un chat. Il va y avoir beaucoup de métiers qui vont disparaître, mais il va y avoir beaucoup de métiers qui vont se créer aussi. D'ailleurs, il y a plein de nouveaux métiers qui sont en train de se créer, on ne sait pas encore trop comment les appeler, mais un voice director qui va donc guider l'IA. Et qui va dire bon là il faut mettre des sentiments, là il faut mettre de l'émotion, là il faut que la voix ait peur, parce que ça l'IA n'est pas encore capable de le faire. Et c'est normal que l'IA quand elle débarque, elle fasse peur. Je veux dire les gens n'aiment pas le changement, les gens ont peur du changement. Moi il y a une métaphore que j'aime bien, c'est que à l'époque quand on habitait Lyon et qu'on voulait venir à Paris, on y allait à cheval ou en charrette, on mettait 8 heures. Et puis maintenant, il y a le train, on met 1h30. C'est un gain de temps énorme. Là aussi, on va gagner énormément de temps, en fait. Donc, on va pouvoir faire plus de choses. La question, elle est celle-ci. C'est comment on continue à être une terre qui forme des comédiens de talent et qui permettent justement qu'on n'ait pas à se poser la question parce qu'on fait toujours la différence entre ce qui relève de l'intelligence humaine, de la création, de la créativité et ce qui relève de la technologie. Après, c'est comment ensuite, parfois, cette technologie, elle peut servir et elle peut être utile. Aujourd'hui, c'est déjà le cas sur certains tournages, mais parce que un comédien va être malade une fois, parce qu'il va être dans l'impossibilité de tourner, et là, dans ces cas-là, on fait des raccords, des retakes, etc., mais avec l'accord de tous, parce que c'est des situations exceptionnelles, donc ça peut répondre parfois à ces situations exceptionnelles-là. Comment on arrive à concilier l'innovation technologique majeure, la révolution même que représente l'intelligence artificielle, parce que c'est une révolution, parce que la France, elle ne peut pas rester à l'écart de cette révolution, parce que la France, elle doit l'accompagner, parce que la France, elle doit être une terre d'innovation aussi pour que ça se produise chez nous, que ça crée des emplois chez nous, que ça crée de la valeur chez nous, tout en respectant des principes, des valeurs, des règles qui sont les nôtres. La ministre de la Culture est très claire d'ailleurs là-dessus. Alors peut-être qu'il y a une prise de conscience au ministère de la Culture, mais concrètement, très peu de communication a été faite de la part du gouvernement pour apaiser les inquiétudes des comédiens de doublage. Le document le plus substantiel qu'on a à ce jour, c'est cette feuille de route publiée le 3 juillet 2025, et clairement ça reste très généraliste et même un peu flou sur les mesures concrètes. Mais la France n'est pas un cas isolé. Un peu partout dans le monde, la profession s'inquiète de l'arrivée de l'IA dans le doublage et du manque de régulation. Des comédiens se mobilisent au Mexique, au Japon ou aux États-Unis. En France, cette mobilisation prend un nom. Touche pas à ma VF. Largement soutenu par les comédiens de doublage, le collectif alerte non seulement sur la question artistique, mais aussi sur l'impact social et économique de l'IA. Selon eux, ce sont plus de 15 000 emplois qui pourraient être menacés par l'IA en France. Dans un premier temps, nous, ce qu'on veut, c'est on légifère, on bloque tout et c'est pas de doublage sans humain dans aucun film, dans aucun produit. Et peut-être après, une fois que c'est légiféré, cadré et qu'on connaît les traçabilités et tout, que tout est clair et net, peut-être voir au cas par cas ce qu'on peut faire avec l'IA
et comment on peut l'intégrer à notre travail. On pourrait croire qu'au niveau du ministère de la Culture, on ait un intérêt à sauver les artistes quels qu'ils soient. Or, pour l'instant, on a fait une pétition avec 200 000 signatures. On n'a toujours pas d'interlocuteur. On a fait un film qui a été vu à plus de 20 millions de vues. Toujours pas d'interlocuteur. Nos représentants ont été reçus dans un cabinet au ministère de la Culture. Qu'est-ce qu'on leur a dit ? Votre demande est anticonstitutionnelle. C'est quand même dingue. Et votre demande empêche la libre entreprise. Alors qu'on est au ministère de la Culture, on n'est pas à Bercy. L'IA ne peut pas fonctionner sur le vol de données personnelles. C'est illégal. Tant que les développeurs d'IA ne disent pas comment ils arrivent à leurs résultats et s'ils ont le droit d'utiliser ces données personnelles, est-ce qu'elles ont été cédées, est-ce qu'elles ont été vendues, est-ce qu'elles ont été données ou est-ce qu'elles ont été volées. Tant qu'il n'y a pas ça de clair et de précis, c'est un vol des artistes. Et puis il faut qu'il y ait une transparence vis-à-vis du public. Qu'est-ce que vous écoutez ? Est-ce que vous écoutez quelque chose qui est fait par un humain ou est-ce que vous écoutez quelque chose qui est fait par une machine ? Vous avez le droit a priori d'écouter les deux, mais il faut que vous sachiez ce que vous écoutez. Est-ce que sur un générique, on marque fait avec des effets spéciaux ? Est-ce que sur un générique, on marque fait avec de la couleur ? Quand on prend l'exemple de Adrien Brody qui a eu l'Oscar du meilleur acteur pour De Brutaliste, ils ont utilisé l'IA pour améliorer son accent. D'ailleurs, ça a fait un petit scandale parce que est-ce qu'il mérite l'Oscar ou pas, vu qu'on a amélioré son accent avec de l'IA ? Eh ben, en fait, pourquoi on fait du cinéma souvent et pourquoi le cinéma marche, c'est parce qu'on croit à ce qu'on voit. Donc si l'IA permet de donner encore plus de parfum de vérité, eh ben, on est totalement dans un processus de création. Et je suis convaincue que dans 2 ans, on ne parlera plus de l'IA de la même façon qu'aujourd'hui. Ça sera automatiquement intégré dans le film. Là, on est vachement en train de marchander quand on fait... touche pas à ma VF. On marchande. L'IA va tellement vite que le temps de réguler, il va falloir trouver d'autres régulations ensuite. Quand on parle avec les gens qui viennent de l'IA, les gens de OpenAI par exemple, ils disent oui, réguler, mais dans 2 ans, on va devoir réguler autre chose parce qu'on ne sait pas, nous-mêmes et même ceux qui sont dans l'IA, ce que l'IA va permettre de faire. Et donc comment on arrive, nous, à être aussi rapide, voire à anticiper d'autres questionnements qui pourraient se poser à l'avenir, sans être averse en permanence à l'innovation, parce que c'est pas l'objectif. Il faut que le contrat soit clair et que les gens sachent qu'est-ce que j'écoute, qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce qui est mis en scène, qui l'a créé, comment c'est rémunéré. On peut pas imaginer rémunérer de la même manière des artistes qui se sont bagarrés, qui ont créé, qui ont essayé, et ce qui est produit par de l'intelligence artificielle. Ça veut dire que ça ne doit pas exister. Alors, est-ce qu'on peut vraiment faire cohabiter doublage et intelligence artificielle ? Parce que l'IA peut répondre à des besoins concrets du marché. Elle permet de doubler des contenus dans des langues peu représentées dans l'industrie audiovisuelle et du coup de réduire les délais de diffusion à l'échelle mondiale. Et au sein de la profession, les avis ne sont pas toujours unanimes. Quelques artistes estiment que l'intelligence artificielle pourrait ouvrir des perspectives nouvelles. Ils y voient aussi un levier d'inclusion permettant de rendre davantage de voix audibles, notamment celles issues de minorités de genre ou de communautés racisées encore trop peu représentées dans les castings vocaux classiques. Aussi, pour certains acteurs du secteur, l'IA pourrait offrir aux comédiens de nouvelles façons de se faire rémunérer. Eleven Labs affirme avoir versé plus de 2 millions de dollars aux artistes qui ont contribué à leur bibliothèque vocale. Mais pour la majorité du monde du doublage français, l'enthousiasme a ses limites. Quand il s'agit de créer une voix, de donner vie à un personnage, de transmettre une émotion, alors là, l'IA ne fait pas le poids. Moi, je suis pas contre l'IA. C'est pas ça. Mais l'IA générative, qui prend des données personnelles ou des droits d'artistes, n'est pas la même que l'IA dans la recherche. Ça n'est pas la même chose. Donc peut-être que l'IA avancée technologique est extrêmement pertinente dans certains domaines, mais ne l'est pas forcément dans les domaines qui sont typiquement et absolument reliés à l'humain. Toi, par exemple, sur une création de voix, t'imagines l'inutilité de l'IA ? Mais un jour, j'ai interprété un petit moustique, donc toi, dans ton imaginaire et dans l'imaginaire des gens, tu dis comment parlerait un moustique ? Et du coup, tu vas faire de toutes petites voix comme ça, et puis tu vas essayer d'exprimer quelque chose à travers ce moustique. Et puis, le lendemain, je vais faire la publicité
pour le dépistage du cancer colorectal. Pour cette publicité, c'est un petit caca qui parle, qui s'appelle Pou. Eh bien ça, il n'y a qu'un humain qui peut l'imaginer, qui peut essayer des choses. L'IA n'interprète pas. Ou si elle met du fond, elle n'est pas autonome, puisqu'elle ne comprend pas ce qu'elle fait, jusqu'à preuve du contraire. Et donc le fond va être amené par quelqu'un d'autre. Elle n'a pas cette autonomie-là. On ne parle du doublage que par rapport à quelque chose de consommation. Mais c'est pas ça. On est comédien, on joue. C'est difficile de se projeter comme ça. J'ai pas envie de me projeter en disant demain l'IA va remplacer le comédien. J'ai envie de me projeter en disant demain l'IA restera un outil. Peut-être elle sera utilisée avec un cadre dans notre métier, mais jamais elle ne pourra remplacer un artiste, un comédien. Ça serait vraiment la mort de notre métier, quoi. Il y aurait plus d'intérêt à le faire. Et surtout, on va refaire et refaire et refaire et refaire tout ce qui a déjà existé. On va rien créer de nouveau. On va utiliser les voix qu'on connaît déjà. Alors on peut les mélanger, on peut mélanger la mienne et la tienne et puis on en fait une nouvelle, mais voilà, on va se scléroser, quoi.